sortir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité de pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires convulsions et difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefebvre-Préjean ne dément pas qu'il en est une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de me lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur la vie de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. C'est un secret qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que
nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire, par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc, nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire, par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. Donc, nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire, par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves.
africains, peuple du monde entier, nous vous souhaitons une très belle soirée. Nous savons qu'il fait tard, partout où vous êtes. Je vais simplement essayer de placer mon petit drapeau. C'est mieux de ce côté-là. Je vais simplement essayer de placer le clavier. Voilà. Bon. Ce direct, ça va être constitué enfin, on peut dire 3 parties. Hein, 3 parties. Nous allons tout d'abord répondre à Anatole Colinet Dimakoso. Nous allons le répondre. Mais avant que nous passons à sa réponse, hein, nous allons donc écouter ce qu'il a dit sur les médias de la France-Afrique que nous appelons la Radio France Internationale. On va simplement le répondre en un seul point, sinon le reste c'est ce qu'on appelle du garbage, donc c'est de la poubelle. Hein. On va simplement le répondre rapidement. Bon, je vais simplement aller chercher l'audio. Hein. Je crois que nombreux parmi vous ont déjà écouté l'audio qui circule par rapport à ça. Je cherche simplement ça. Bon, je l'ai eu. Je vais essayer de jouer l'audio et vous allez écouter. C'est que Anatole Colinet Dimakoso, le chiffon de Sassou Nguesso Christophe Denis, qui est sur la place de Paris, le pseudo-intellectuel, il faut dire des camps, des étrangers. Il est béninois, il faut le dire, il n'est pas congolais. Il fait partie de l'infiltration par le biais de Antoinette Thibota. Donc les Antoinette Thibota, c'est leurs mamans ont quitté le Bénin pour venir chercher la vie à Léopoldville. La maman d'Antoinette Thibota est venue chercher la vie à Léopoldville. Léopoldville, c'est Kinshasa. Donc ils sont partis du Bénin pour immigrer vers la République démocratique du Congo, donc à Kinshasa, pour chercher la vie, la réussite. Donc, je crois que le président Roland Nito a l'habitude de vous le dire, le meilleur emploi pour ces dames-là, c'était la prostitution. Donc c'est là où on a eu éventuellement Antoinette Thibota, qu'on a infiltré au sein des Vili, donc des descendants Congo, les Vili faisant partie du royaume de Luango, qui est le dernier bastion, donc le dernier point de recours des descendants Congo. Je vais donc aller écouter. Il faut comprendre qu'on a donné cette fonction du ministre de Sassou, c'est pour endormir, renforcer le sommeil approfondi des Congos dans Luango. Mais ça ne marche pas parce que nous avons déjà démantelé tous ces réseaux. Spirituellement, les mochis sont finis. Et spirituellement, Sassou et sa femme, on appelle ici Antoinette Thibota, ont été démantelés. Vous voyez que les jours passés, ils ont fait circuler des rumeurs qu'elle était mourante. Mais nous sommes venus, on vous a dit non, attention. Hein, ceux qui ont l'habitude de nous suivre dans notre mur, on a dit que le Moshi Sassou se cache toujours derrière sa femme. Si nous avons vu Antoinette Thibota sortir en pleine forme, ça signifie que c'est son mari qui est malade. Bon, je crois qu'il y a un média qui vient de nous donner l'état de santé de Sassou. Bon, nous, on s'en fout que si ce que le média est venu dire est une vérité ou un mensonge, on n'a rien à cirer de ça. Notre souhait, et d'ailleurs que ce que nous prions, le bon Dieu, qu'il nous donne, qu'il nous livre Sassou. Qu'il nous livre Sassou, qu'il nous livre son épouse. Comme ça, nous allons démontrer à ces gens-là qu'on peut être au sommet et la roue peut tourner, on peut devenir en bas et tu feras face aux plus pauvres, aux misérables, et tu feras face aux gens dont tu as roulé dans la farine. Est-ce que nous sommes seulement en train de demander à Dieu que Dieu nous livre Sassou, que les soutiens de Sassou nous livrent Sassou, c'est tout ce que nous sommes en train de demander. Bon, maintenant si dans le plan de Dieu, il veut l'arracher, mais pour nous ça ne nous dit rien. Sassou mourrait aujourd'hui, comme on avait dit la fois passée, pour sa femme, on va prendre notre café. Si Sassou mourait, on va prendre le café. Si n'importe qui au sein de cette famille diabolique mourait, on va continuer à boire notre café. La santé de Sassou, on n'a rien à cirer pour nous. On est focus dans l'unité du Sud, on est focus à préparer notre peuple au clash. Vous devez savoir qu'on nous a imposé une guerre.
Hein, on va revenir sur ça dans la deuxième partie. Mais écoutons d'abord ce que Anatole Collinet dit Makosso, non d'usurpation, pour qu'on puisse lui donner l'étiquette d'identité Vili. Souvenez-vous, c'est pas parce que vous parlez Vili que vous êtes Vili. Hein? C'est pas parce que vous parlez Lari que vous êtes Lari. C'est pas parce que vous parlez Bembe que vous êtes Bembe. C'est pas parce que vous parlez Nzebi que vous êtes Nzebi. C'est pas parce que vous parlez nos langues à nous que vous devenez les nôtres. La preuve en est que la malienne, qu'on appelle ici Conte Sadio, parle Lingala, elle parle aussi le Kituba, on peut le dire comme ça. Mais elle n'est pas la nôtre. Donc c'est la même chose pour les Moussine Sumba, hein, comme Ados Massamba nous a chanté tout à l'heure. Trop d'infiltration. Et c'est ce qui nous a mis dans cette situation. Sassou lui-même étant un infiltré, il est rentré chez nous en 1943, en revenant du Bénin, avec sa valise, en rentrant dans Luango, il est venu par bateau. Et les Mossi, les Français ont tout fait pour l'infiltrer, or qu'il est préparé à assurer la colonisation des Congos. Et nous avons compris la problématique, on a dit, il faut rehausser la barre, il faut donner le cap, et tout le monde doit aller dans ce cap-là. Il n'y a pas de chemin. Ou vous êtes avec les Congos, vous êtes avec les Suisses, ou vous n'êtes pas avec les Suisses. Et nous, on le tient. Tout individu qui n'est pas dans l'USK, l'USK c'est quoi? Il faut qu'on définisse. L'USK c'est pas ce visage qui vous parle. L'USK c'est pas Monsieur Edim Kaï. Ce n'est pas Monsieur Gervais Birangi. Ce n'est non pas les rois de Luango, Tikaya, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Sa Majesté Makosso V. Ce n'est non pas notre sœur Olga. Ce n'est même pas les frères Nitou et tous les autres qui sont dans l'ombre. L'USK c'est l'intérêt des Congo. Hein, nous sommes là pour l'intérêt des Congo. Nous sommes là pour la protection des Congo. L'USK c'est une action humanitaire qui consiste à préparer, à protéger les individus, donc les descendants Congo, toutes les populations du Sud Congo. Nous sommes là pour protéger les terres du Sud Congo. Nous sommes là pour revendiquer la gestion de nos ressources naturelles et les protéger. Travailler avec des amis qui veulent vouloir travailler avec nous dans le contexte de gagnant-gagnant. C'est ça la vision de l'USK. L'USK, ça n'a rien à voir avec des individus. La question que tout un chacun de nous doit se poser dans vos maisons, au sein de vos familles, vous devez vous poser cette question, vous devez vous dire, est-ce qu'on tue les Congos? Ça c'est la question que vous devez poser. Tout individu qui veut vouloir contrecarrer l'USK ou la FSK, donc la Fédération Sud-Congo. La Fédération Sud-Congo, c'est le rêve. C'est le rêve. C'est le rêve que nous sommes en train de pointer. C'est le point d'arrivée. Hein, c'est le point d'arrivée. C'est le sommet de notre réflexion. C'est là où nous voulons arriver. Donc tout individu qui se lève dans votre salon, dans votre ruelle, partout où vous marchez, et qui dit « je suis contre l'USK », vous devez lui poser la question. Est-ce qu'on tue les Congos au Sud-Congo? Est-ce qu'on tue les populations? La réponse c'est oui. Vous devez encore lui poser la deuxième question. Est-ce qu'on est en train de vendre les terres du Sud-Congo? Éventuellement, la réponse est oui. Vous allez encore lui poser la troisième question. Est-ce qu'on vend les terres au Nord-Congo? La réponse est non. Vous allez encore lui poser la quatrième question. Est-ce qu'on pille à la vitesse grand V les ressources naturelles au Sud-Congo? La réponse est éventuellement oui. Alors donc, par rapport à ces questions-là et ces réponses que vous lui donnerez, vous devez donc lui dire, si vous êtes Congo, si votre intérêt c'est pour votre peuple, donc vous devez vous engager dans le contexte d'une action humanitaire consistant à protéger les Congos des individus, consistant à protéger les terres, consistant à protéger les ressources naturelles. C'est cela la vision de l'USK. Et l'USK, dans sa vision, est claire. Zéro négociation avec les occupants. Les occupants sont des bandits, sont des brigands. Nous avons demandé aux occupants de sortir sur nos terres,
mais ces occupants-là refusent. Et ça, malgré la souveraineté que nous avons décrétée. Il s'agit de la souveraineté de Luango, qui s'est réalisée le 7 juin 2020, ou qu'il s'agit de la souveraineté de toutes les terres des pays de Niadi. Il s'agit ici de la région du Niadi, la région de l'Alukumu, la région de la Bwenza, plus la région du Poul, donc ce que nous appelons Ntoto Miambangala. Comprenez ça, chers amis. Donc, et cette souveraineté des pays du Niadi, plus Ntoto Miambangala, s'est réalisée le 21 mars 2021. Les documents, tous les documents ont été envoyés à Emmanuel Macron, le président de la communauté. Nous l'avons informé que nous avons sorti nos terres de la communauté en cassant les accords ancestraux que vous avez eu à signer avec nos ancêtres en 1880 et 1883, voire même 1884, ce que nous avons fait. Et dans notre correspondance, dans les correspondances, parce qu'il s'agit de 2 paquets, le premier paquet, c'est le paquet que Luango avait envoyé, parce que nous avons suivi le pas de Luango, sous le leadership de Luango, parce que c'est sous le leadership de Mani Makosso Chikozo, celui-là qui avait signé les premiers accords avec au Sud-Congo, bien sûr. Et nous avons donc envoyé aussi le deuxième. Tous les 2 paquets ont été clairs. Nous ne faisons plus partie de la communauté. Et nous avons dit au président de la communauté, qui est M. Macron, locataire de palais de l'Élysée, de sortir ces mercenaires Moshi au Sud-Congo. Vous comprenez que les gens la refusent, parce qu'ils bondissent des muscles. Ils nous disent, venez nous sortir de là, venez nous chercher de là. Voilà pourquoi nous sommes venus auprès de vous, par une démarche, une méthodologie, pour demander votre support. Vous posez cette question. Voulez-vous continuer de demeurer sous la colonisation des Moshi imposée, ou nous voulons sortir de la colonisation et donc chercher notre avenir dans un contexte de fédéralisme démocratique par la création de l'État fédéral Sud-Congo. Le fédéralisme démocratique signifie quoi? Le fédéralisme démocratique signifie le pouvoir économique, le pouvoir politique doit se centraliser au niveau des régions. Les régions vont s'en occuper de tout ce qui est système économique, les contrats, chercher des partenaires pour l'émancipation de leur région, construire les universités, des industries, construire des hôpitaux, les routes à l'intérieur même des régions. C'est ça la vision. C'est une question de garder les enfants de la région pour ne plus que ces enfants de la région-là puissent encore pointer les enfants des autres régions pour dire si notre région n'a pas été construite, c'est à cause de vous. Donc ça va éliminer le tribalisme, ça va éliminer la haine entre les régions. Et puis dans le contexte du fédéralisme, nous allons choisir des individus qui vont donc représenter la sécurité, qui vont travailler dans le contexte de sécuriser les 5 régions, de sécuriser la fédération. Ces gens-là vont aussi travailler dans le contexte de la diplomatie internationale. Comment les régions vont coopérer avec le système international. Parce que ça, il faut que ça passe par une coordination pour qu'il n'y ait pas la pagaille. Et puis, nous allons aussi regarder comment le commerce va se réaliser entre les régions et le pays dans le système et les pays dans le système international. Parce que ça, il faut que ça soit réglementé par des individus qui vont travailler dans ce contexte-là, pour que ça puisse permettre facilement, dans un contexte de fluidité, de transport des marchandises qui vont rentrer dans nos régions ou qui vont sortir de nos régions. Vous comprenez ça, chers amis? Donc c'est cela le but principal. Et puis, dans le contexte du fédéralisme, les régions vont s'en occuper de l'électrification de leurs citoyens. Comprenez? Donc le courant, ce que vous avez l'habitude d'appeler le courant, ça sera la responsabilité des régions. Les régions ne doivent plus pointer le doigt à d'autres régions pour dire si notre région n'est pas électrifiée, c'est à cause de vous. Les régions vont s'en occuper de l'approvisionnement en eau potable, parce que la constitution de la fédération mettra l'eau, l'eau sera prise dans la constitution de la fédération.
l'eau va être un droit, l'électricité va être un droit. Comprenez ça, chers amis. Et un droit constitutionnel, il faut le dire comme ça. Hein? Pour qu'il n'y ait plus jamais des gens qui vont manquer l'eau. Hein? Même dans les petits villages, l'eau doit être l'eau potable. Les régions vont travailler sur ça. La fédération mettra des équipes pour se rassurer que le projet fédéral se réalise au niveau des régions. Les régions vont s'en occuper de la construction des écoles. On ne va pas construire des écoles dans ce fameux modèle bâtiment, tableau noir. Non, ça sera plus ça. Hein, ça sera des écoles modernes avec tout le système numérique que vous connaissez, enfin, avec la technologie d'aujourd'hui. Les programmes scolaires seront changés. Hein, on ne va plus travailler les programmes de récitation Oko monte la mer à Tati, comprenez ça, chers amis. On ne va pas travailler sur le modèle de la France, non. Ça là, c'est le modèle colonial. Il faut que ça change. L'émancipation de nos enfants doit se passer par nous-mêmes. Comprenez ça, chers amis. Les régions vont construire les hôpitaux. Hein. Dans le contexte du fédéralisme, ceux qui vont diriger vont mettre un projet, un plan. Il faut qu'il y ait au moins un hôpital général dans chaque région. Au moins un hôpital général, avec toutes les spécialités à l'intérieur. Et puis essayer de créer les dispensaires de secours, hein, pour pouvoir désengorger par exemple l'hôpital général. Et ça, c'est des projets. On est capable de le faire, on est capable de pouvoir y arriver. C'est une question de volonté. C'est une question de volonté, de vision et de conviction. Si les présidents Alphonse Massamba Deba, les présidents Youlou et tout ce gouvernement-là ont eu à le faire, à industrialiser, nous, on est capable de le faire. Hein, comprenez ça, c'est une question de vision. Le contexte du fédéralisme, il y aura des routes, des autoroutes interrégions. Hein, les autoroutes interrégions. Et ça, c'est toujours dans le domaine du fédéral. Vous comprenez? Donc ça, c'est un peu la vision un peu générale que nous sommes en train de vouloir amener. Donc, c'est ce que nous voulons. Hein, voilà pourquoi on voulait vous expliquer c'est quoi le fédéralisme. Maintenant, rapidement, on va rentrer dans cette fameuse audio que vous entendez tous de Anatole Colinet Dimakoso. Bonjour Monsieur Christophe Carbonneau. Votre pays a besoin de liquidités, mais le FMI refuse toujours de débloquer la deuxième tranche de financement qui avait été prévue il y a 2 ans, parce que vous êtes trop lourdement endetté auprès de la Chine et des traders pétroliers. Qu'est-ce que peut faire la France? La France s'engage à accompagner le plaidoyer du Congo et à faire percevoir, parce que comme vous le savez, la France est administrateur du Fonds monétaire international. Avec les traders, les négociations se poursuivent et la France a promis justement de nous accompagner dans la suite de ces négociations. On en a déjà obtenu quelques résultats avec 2 d'entre eux. Il reste 1, les négociations se poursuivent. La France vous accompagne dans la négociation avec ces 3 traders, c'est ça? En tenant compte du fait qu'il s'agit des partenaires privés, la difficulté y est, mais au moins nous avons un langage commun que nous n'avions pas il y a quelque temps. Hier, on nous laissait aller négocier tout seul, sachant que c'était difficile. Aujourd'hui, on peut dire oui, nous allons intensifier le plaidoyer avec vous. Mais au-delà, avec Trafigura, avec Orion, avec Glencore. Mais au-delà, nous avons un plan de relance qui peut permettre le décollage de notre économie. Alors parmi les personnes pointées par l'ONG Global Witness pour d'éventuels détournements d'argent public, il y a Denis Christel Sassou Nguesso, le fils du chef de l'État. Or cet ancien haut cadre pétrolier de la SNPC, la Société Nationale des Pétroles Congolais, vient de devenir ministre. Il est même avec vous en ce moment en délégation à Paris. Est-ce que cette nomination ne risque pas de compliquer vos relations avec les bailleurs de fonds et avec vos partenaires? Les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens des événements et les petits esprits des personnes. Cela dit, en dehors de la surenchère médiatique, nous n'avons connaissance d'aucune procédure judiciaire engagée contre notre patriote Denis Christel Sassou Nguesso. Aucune. Et lorsque nous serons saisis des procédures de ce genre, nous verrons comment l'État assistera notre compatriote au cas où des procédures auraient été engagées contre lui. Mais pour le moment, nous n'avons aucune procédure engagée contre lui et sans doute, les gens savent bien que tout ce qui se fait n'est que de la surenchère politicienne. Si les relations ne sont pas toujours bonnes depuis quelques années entre le Congo et la France, c'est notamment depuis l'arrestation il y a 5 ans. Bon, ça c'est ce que là je voulais vous emmener. Hein? Anatole Colinet Dimakoso dit les grands esprits discutent des idées,
et les petits esprits discutent des personnes. Ils n'ont jamais reçu des allégations de justice contre le fils de Sassou que nous appelons Kiki Angwalema. Donc pour lui, Anatole Colinet Dimakoso, il n'a aucune connaissance des procédures judiciaires contre Sassou Nguesso Christophe Denis en ce qui concerne les détournements de l'entité Congo avec C. C'est dommage. C'est dommage. Et donc nous voyons dans ce contexte que, on le dit tout simplement, qui est donc le grand esprit ici? C'est Anatole Colinet Dimakoso, c'est Sassou Nguesso Christophe Denis, ou c'est les sudistes qui sont les grands esprits? Qui sont les petits esprits ici? Ce sont les sudistes, les Mossi, Anatole Colinet Dimakoso. Et moi je le dis tout simplement, Anatole Colinet Dimakoso ne comprend pas réellement le contexte de ses paroles en réalité. Il faut le dire que c'est un médiocre, où ces gens-là écoutent, ou ils n'écoutent pas, ou ils font semblant. Bon, ou ils sont là parce qu'ils doivent sauvegarder leur gâteau, le gagne-pain, sous la misère des uns et des autres. C'est incroyable. Ce type me donne envie de vomir. Hein. Quand vous avez suivi Christophe Boisbouvier, hein, il dit plusieurs organisations l'accusent, hein, mais il y a bien des procès qui sont en cours. Je vais ici vous tourner, je vais ici taguer Anatole Colinet Dimakoso. Je vais essayer de voir ça. Dites à Anatole Colinet Dimakoso, connaît-il ce dossier? Je vais simplement le ramener comme ça. Connaît-il le dossier? Il n'est pas au courant de ce dossier? Le dossier CV, où je dis case, c'est en anglais, donc case, le cas 1.20-CV-22-227, non, je reprends, case, donc cas, en français, 1.20-CV-22427-MGC. Il n'a jamais vu ce dossier-là, ce procès-là. The United States District Court, Southern District of Florida, United States of America, plaintiff, donc le plaintiff, versus real property located at 900 Biscayne Boulevard Unit 6107, Miami, Floride, 32122. Qui est le défendant ici? Hein? Il n'a jamais vu ça. Donc, la Cour de justice Amérique aux États-Unis, dans le district de Floride Sud, qui est le plaintiff, donc le gouvernement américain, hein, contre une propriété qui se retrouve à 900 Biscayne Boulevard, l'appartement numéro 6107, Miami, Floride, et le code postal c'est 33132. N'a-t-il jamais lu ce procès? Nous l'avons éventuellement mis en ligne, et ce procès continue de circuler. Ça sort droit du tribunal, le document officiel du tribunal. N'a-t-il jamais vu les transactions d'argent réalisées par Sassou Nguesso Christophe Denis, démontrées ici par le tribunal américain, avec le pillage d'argent du pétrole de Luango, avec les compagnies écrans qu'il a eu à créer? Il s'agit ici des compagnies écrans SI de l'Étoile, Mercuria, SAS Atlas Logistique. Il n'est pas informé de ça, de tous ces transferts d'argent qui ont été répertoriés ici en multimillions de dollars américains, ce qui représente des multimilliards en francs CFA. N'est-il pas informé de ce procès, Anatole Colinet Dimakoso? Comprenez ça, chers amis.
N'a-t-il jamais suivi Miami Gate numéro 1, une vidéo que nous avons réalisée, nous avons présenté encore des évidences dans le vol réalisé par Sassou Nguesso Christelle Denis, qui est aujourd'hui membre, entre guillemets, de son système, que d'ailleurs lui n'est que le porteur de valise. Hein. N'a-t-il jamais vu Miami Gate numéro 2? Il y a encore quelques jours, nous avons projeté, republié cette vidéo de Miami Gate numéro 2, qui montrait les montages, hein, dans le vol spécifique, bien coordonné, réalisé par Sassou Nguesso Christelle Denis, où l'homme a lui-même créé un compte email Yahoo pour prendre l'argent dans le compte de la Société nationale de pétrole du Congo et diriger cet argent dans les comptes de ces compagnies écrans, en utilisant bien sûr leur support de la fraude que nous appelons la BGFI Bank, donc la banque BGFI. N'est-il pas informé de ça? Donc si lui n'est pas informé du procès, bien, il y a bien des procès qui sont en cours. Mais il faut le dire ici que ce procès de Miami, les Mossi, les Nguesso, avec la femme de Sassou Nguesso, les deux femmes, il s'agit de Pembe Bumba ou Daniel Onyanoso, mais nous avons en réalité retrouvé même les identités de son associé A dont on parle ici, donc éventuellement le fils du dignitaire gabonais, que lui il utilisait comme un élément de transit de ses fonds, donc celui-là qui récupérait tout l'argent. Je ne sais pas, je vais essayer de regarder ça ici. Hein, c'est le nom qui nous a été donné, hein, le vrai nom de cet individu. Enfin, parce que je ne sais pas si j'ai ça ici. Voilà. Je vais encore essayer. Ben voilà. Donc, la femme de Kiki Angwalima, la gabonaise. Donc, il s'agit ici de Daniel Onyanoso. Hein? Daniel Onyanoso. La femme de Kiki Angwalima, le fils de Sassou, dans cette affaire de Miami Biscayne, là. La gabonaise est la fille de Moussou. Et la fille est une fille Moussou. Donc son vrai nom, au lieu que ce soit Daniel Onyanoso, ils ont dissimulé son vrai nom. Hein? C'est Moussou. Son vrai nom, c'est Moussou. Voyez, on vous avait dit qu'on va retrouver ces gens-là associés à. Voyez, le nom a été changé pour brouiller les pistes. Donc son vrai nom, c'est Moussou. 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 Voilà, son vrai nom, c'est Moussou. Son nom a été changé pour brouiller les pistes. Leur père, Michel Moussou, pisciatre gabonais, est un homme politique gabonais. Comprenez? Donc c'est l'associé A dont nous parlait dans ce procès. Pour ceux qui n'ont pas encore vu Miami Gate numéro 2, nous vous recommandons, et nous vous le demandons d'ailleurs même, d'aller encore à YouTube, taper Miami Gate numéro 2. Hein? Grand 2, en lettres grecques. 2. Miami Gate 2. Miami Gate 2. Vous allez donc voir cette vidéo où nous avons épluché ce document de tribunal américain que nous avons obtenu et qui parle de tout le vol organisé à l'intérieur. Vous allez voir comment ce type il s'est servi de l'argent du pétrole de Luango. Il a utilisé la Société nationale de pétrole du Congo, un véritable tonneau d'Anaïde, où l'argent rentre par le haut et sort par le bas. Et donc, il a utilisé un associé A. L'associé là, le tribunal n'a jamais donné son nom, parce qu'il détenait encore le passeport diplomatique. Donc, le tribunal a voulu simplement, mais le tribunal connaît son identité. On a voulu simplement le protéger. Et l'associé A là, il est donc le beau-frère de Sassou Nguesso Christelle Denis. Donc c'est peut-être le grand frère ou le cadet de sa femme que nous appelons Daniel Onyanoso. Mais son vrai nom, c'est certainement Daniel Moussou. Parce que leur père s'appelle Michel Moussou.
c'est un pisciatre gabonais, c'est un homme politicien. C'est un homme politique, pardon. C'est un politicien gabonais, un homme politique. Comprenez ça, chers amis. Donc, elle devient de Moussou Daniel, elle devient maintenant Ognagnoso Daniel. Et ça, c'est typiquement comme ce que Sassou Nguesso Christelle Denis a fait quand il est allé ouvrir des comptes au niveau de la Bank of America, donc la Bank of America. Il avait deux passeports. Un passeport où il avait l'identité Denis Christelle, hein, seulement Denis Christelle, et un autre passeport, il avait Sassou Nguesso Christelle Denis. Donc toutes les fois qu'il utilisait ses comptes au niveau de la Banque America, il utilisait le second passeport dont il a le nom, il a les diminutifs de ce nom, simplement Denis Christelle. Et les Américains ont démontré qu'il avait même des comptes yahoo.com. Donc à la place de pouvoir utiliser le compte de la compagnie, donc le CNPC certainement, Datsi, je ne sais pas comment, .org, il utilisait le compte Yahoo pour voler l'argent. Donc tout ça c'est démontré. Et là, Moussou Daniel, alias Ognagnoso Daniel, et Sassou Nguesso Christelle Denis Ongwalima, Kiki Ongwalima, hein, sont donc partis faire des arrangements à l'amiable par rapport à ce procès. Et je crois que c'est Jeune Afrique qui a publié ça, ou Afrique Monde qui a publié, je crois que c'est Afrique Monde qui a publié ça. Ils perdent donc quasiment 90% de la valeur. Donc le gouvernement américain a récupéré tout argent. Parce qu'on sait que c'est de l'argent qu'ils ont obtenu par le biais du blanchiment d'argent, ainsi de suite. Le vol, le pillage d'argent. Tout a été démontré. Ces voitures de luxe, comment il les a achetées, comment il a aménagé ses appartements sur la place de Paris, comment il a acheté des propriétés, d'autres il a revendu. C'est bien dit dans ce document. Et ce document-là, nous l'avons mis sur le mur Facebook du groupe qu'on appelle le Manifeste pour la libération du Congo avec K, Sud-Congo. Manifeste pour la libération du Sud-Congo. Ce document-là est là, téléchargeable pour tout le monde. Nous avons voulu mettre ça en public. Ce document dont on vous parle. Donc, dans son Anatole Colinet Dimakoso, dans son intervention à RFI, il dit qu'il n'est au courant d'aucun procès contre Sassou Nguesso Christelle Denis. Donc nous venons encore de leur rappeler qu'il y a bien des procès et qu'il est là. Mais comme vous faites affaire à une dictature dans l'entité Congo avec C, dont eux ils sont les maîtres, où le droit n'est pas dit, la justice est bâillonnée avec le médiocre Biminga qui disait que nous sommes les enfants de Sassou. C'est notre père. Le président Sassou, c'est notre père. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes créés, toi. C'est Dieu qui nous a façonnés, mais lui nous a créés. Depuis la nuit de temps, monsieur. Parce que c'est lui le père de Sassou. Non, j'ai pas oublié. C'est notre père. C'est notre père. C'est un grand homme. C'est un grand homme. C'est le papa et le projet. Hein, Bininga, hein, vous avez celui qui ne s'est pas ministre de leur justice, là. Il le disait. Il était gonflé au terme, aussi médiocre. C'est notre père. Le président Sassou, c'est notre père. C'est lui qui nous a créés. Nous nous a créés, toi. C'est Dieu qui nous a façonnés, mais lui nous a créés. Depuis la nuit de temps, monsieur. Parce que c'est lui le père de Sassou. Non, j'ai pas oublié. C'est notre père. C'est notre père. C'est un grand homme. C'est un grand homme. C'est le papa et le projet. Attendez, vous allez voir ça. Vous n'avez pas encore, comme déjà vous êtes en train de nous appeler des fous. C'est comme ça qu'ils nous appellent des fous. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont pillé notre argent, ils ont tué notre peuple, ils sont en train de vendre nos terres et ils nous appellent encore des fous. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, il faut dire ça clairement. Anatole Colinet Dimakoso est tellement médiocre. Moi, je ne croyais pas que ce type-là était aussi médiocre jusqu'à ce point. Bon, on comprend que c'est des soumis. C'est des gens qu'on a sodomisés, c'est des soumis. Intellectuellement, ils ne peuvent pas faire comme nous. C'est-à-dire que résister en Occident avec le peu, avec le pain
et l'eau du sucre, qu'on appelle ici le monkilage. Ils ne peuvent pas faire comme nous. Comprenez ça, chers amis. Donc ils sont obligés d'aller lécher les pieds, hein, lécher les orteils et se donner leur postérieur. Vénérer, hein, des criminels, des assassins. Tout ça pour le goût d'argent, le goût des honneurs. Voilà pourquoi ils sont tous là sur la place de Paris. Et ils n'ont pas honte, ils viennent encore se courber auprès du colonisateur français. Donc, ils viennent encore faire ici. Qu'est-ce qu'ils viennent encore faire? Des fixations, des montages financiers, hein, pour prétendre obtenir de l'argent. Et vous n'avez qu'à regarder les postures que ce fameux fils de Sassou, Kiki le Zaïrois, il se dit pétrolier avec un pétrole qui ne lui appartient pas. Regardez comment il se pose devant le drapeau de l'unité Congo avec ses... Il est déjà dans les postures de votre dirigeant dans l'entité Congo avec ses... Et le drapeau est là. Il est déjà dans les postures de votre responsable, de votre président dans l'entité Congo avec ses. Heureusement que nous avons déjà notre État, on a déjà fait notre proposition. Heureusement que nous avons déjà notre drapeau. Donc on s'en fout de tout ce qui se passe dans le drapeau de l'entité Congo avec ses, mes chers amis. Donc, dites ça à Anatole Collinet Dimakoso que la médiocrité a atteint l'exponentiel. Le procès est là, on va encore vous le montrer. Si lui n'est pas au courant, si même Okongakala fait semblant, nous avons sorti ces documents 1 million de fois. Et là, vous êtes là. Vous voyez tout ce tableau-là? Ça, c'est le vol organisé par Sassou Nguesso Christelle Denis. Tout ce tableau. C'est en multimilliards de francs CFA. 100 millions de dollars. Ça, c'est encore ce qui a été répertorié pour simplement le premier procès. Parce qu'il y en a tellement. Imaginez tous les millions ou les milliards qu'il a volés, où il est allé cacher dans les bunkers personnels. Tous les investissements qu'il a réalisés à Kinshasa, là où vient sa mère. Ce qu'il est allé voler, qui se retrouve à Dubaï, en Afrique, ce qu'il a caché dans les Panama Papers. Regardez encore les Panama Papers. Tout ce qui a été dit ici par le tribunal américain, démontré par le tribunal américain, les dates à l'appui, tout. Mais c'est quasiment ce que les Panama Papers ont démontré, des multimilliards de dollars. Ces gens-là ont volé. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Bouya. Donc je veux dire à Anatole Collinet Dimakoso, le chef de brigand de Sassou, le béninois qu'on veut vouloir cacher dans les villes ici. Voilà le procès qui est là. Ça c'est le procès, ça c'est le cas, le procès qui est là. Et ces documents-là sont publics, vous pouvez encore le regarder. Donc comprenez, nous pensons que les journalistes français doivent faire un peu l'effort. Hein. Nous connaissons que M. Christophe Boisbouvier, c'est le journaliste de la France-Afrique, donc il pose un peu des questions qui arrangent et tout. Il n'attaquine pas trop, mais il est bien informé de ça, de ce procès. Nous ici, nous sommes dans le système B vitré, hein? On montre les évidences et on dépouille des médiocres comme les Anatole Collinet Dimakoso. Donc nous nous demandons de continuer qu'il continue de faire son allégeance à Sassou, mais il doit savoir une chose, que toutes les paroles qui sortent demeurent. Rien ne va s'envoler. Parce que vous êtes des traites, des médiocres. Vous êtes des étrangers, vous êtes venus nous envahir, mais nous avons, notre peuple a compris aujourd'hui. Comprenez ça, chers amis. Je vais donc rentrer sur M. Obenga. Théophile Obenga. Comprenez la logique de mon raisonnement, hein, mes très chers amis. Hein. Moi, je vais vous le dire aujourd'hui. La question doit se poser. Hein. Nombreux parmi vous, certainement, se posent cette question. Pourquoi l'Égypte qui était noire, donc kémite, nous sommes des kémites, parce que l'Afrique, on l'appelait des kémites, quand on suit des grands égyptologues comme Kofi Gomez Ramere, professeur Kofi Gomez Ramere, quand vous lisez Tchekonta Diop, même quand vous lisez Obenga. Pourquoi l'Égypte qui était noire est devenue l'Égypte blanche? C'est qu'il y a eu une extermination des kémites, donc des noirs que nous sommes.
Et donc, les Obenga connaissent bien l'histoire de l'Égypte, parce que Obenga lui-même, c'est un élève de Cheikh Anta Diop. Donc, il a été formé par Cheikh Anta Diop. Comprenez ça, chers amis. Quand vous connaissez l'histoire de l'Égypte, vous êtes rentré dans l'égyptologie, dans les profondeurs même de l'Égypte, donc vous avez la clé de voûte qui vous permet donc de déstabiliser un peuple ou de rehausser un peuple. Comprenez ça, chers amis. Donc, vous devez aussi comprendre avec nous que dans la plupart des temps, même au XVIe siècle, les grands rois étaient toujours couronnés par des philosophes. Étaient toujours couronnés par des philosophes, par des scientifiques. Comprenez, chers amis. Parce que c'est là où il fallait avoir une vision claire, contrôler les masses, donner une orientation et aussi une vision de développement. On comprend ça, chers amis. Donc, dans le contexte ici, Obenga, ayant la clé de l'Égypte, connaissant les méthodes que les Blancs ont utilisées pour transformer l'Égypte noire en Égypte blanche, on peut le dire comme ça, par exemple, comme nation, en Égypte blanche, a vendu donc ce secret et secret à Nguesso. Bon, peut-être qu'il était naïf, mais je ne pense pas, parce que lui-même faisant partie des Kani, a donc livré ce plan à un médiocre, à un dangereux comme Sassou. Voilà pourquoi nous pointons le doigt au professeur Obenga Théophile. Comprenez ça, chers amis. Obenga le dit, même quand vous le lisez, même quand vous voyez même ces vidéos, il vous dit jamais l'ONU le FMI a développé un pays, les blancs comme ceci, les blancs comme cela. Il y a tout lui, il dit clairement qu'il est contre les blancs, Obenga. Il est contre les blancs. Il déteste les blancs. Ça, c'est Obenga qui le dit. Nommez-moi, citez-moi un seul pays dans le monde que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont sauvé de la misère, ont développé. Quel pays? Nommez-moi, citez-moi un seul pays dans le monde que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont sauvé de la misère, ont développé. Quel pays? On n'a pas peur qu'on sera encore détruit un jour. Il faut avoir cette peur. Mais on ne peut pas vivre sans peur, je veux dire là, sans angoisse. Parce qu'il faut craindre qu'on soit encore vendu comme esclave. Il faut craindre qu'on soit encore colonisé. Le monde est ce qu'il est. Il se fait en fonction des intérêts. Il faut craindre qu'on soit... mais les esclaves, les Arabes ont vendu les Noirs. Ils ont fait l'esclavage. Tous les Blancs de la terre en Europe, que ce soit les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Français, les Hollandais, n'en parlons pas, surtout les Hollandais, les Anglais, mais tous ils ont fait l'esclavage. Et l'esclavage leur a donné l'argent pour faire le développement industriel, les chemins de fer, les banques. C'est la révolution industrielle. Après, ils ont aboli. Quand on n'a plus besoin de l'électricité maintenant, ça devient lourd. On abolit, pas par plaisir, mais parce que ce n'est plus utile. Tu vois? Et aux États-Unis, c'est la même chose. Pendant 4 siècles, tu travailles pour quelqu'un, mais l'esclavage, ce n'est pas travailler dur. C'est pas ça l'esclavage. Aujourd'hui, les gens travaillent dur, vous ne sont pas esclaves. L'esclave, c'est que tu travailles, tu n'as pas un seul sens. Oui, tu n'as pas de salaire. Tu n'es pas payé, c'est un travail gratuit pendant 4 siècles. Tu coupes la canne à sucre gratuitement, tu fais le coton gratuitement, tu fais le café gratuitement, et si ça me plaît, je te vends à un autre. Donc, tu ne payes pas quelqu'un et tu le vends ou tu l'achètes. Un être humain qui est au rang d'un cheval ou d'un bœuf, pas plus. Tu vois? Et c'est ça. Un blanc fait l'amour avec une esclave, le blanc ne reconnaît pas que l'enfant là est son propre sang. Il doit suivre la condition de sa mère esclave. Une femme blanche fait l'amour avec un noir esclave, la femme blanche ne reconnaît pas le sang. Ton propre sang, tu le nies. Voyez-vous? Alors nous, on n'a pas peur de l'histoire. On n'a pas peur. On croit que les choses... Mais il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de
de confiance entre les peuples, entre les races aujourd'hui. Hein. Il faut voir les intérêts Israël et tout, c'est le même peuple, ils sont tous d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais regarde comme ils se canardent, ils se tuent tous les jours. Tu vois. Les 8, qu'est-ce qu'ils font? Les banques mondiales, qu'est-ce qu'ils font? Le Fonds international. Tu as déjà vu une banque se développer pour quelqu'un? Une banque fait l'argent pour elle-même. Et on te prête l'argent, ils envoient leurs experts avec cet argent-là. À la fin, tu as des dettes, tu ne peux plus payer. Donc nous avons colonisation. On a traite négrière, travail gratuit en tant qu'esclave, colonisation. Et puis, on est maintenant au droit des dettes. Tous les États africains sont endettés. Mais écoutez, mais vous ne réfléchissez pas. Esclaves pendant 4 siècles, colonisés pendant un siècle, divisés à Berlin. Les zones d'influence, les bases militaires, les zones culturelles, francophonie, anglophonie, lusophonie, toutes ces choses-là. Bon. Des dettes après 50 ans d'indépendance. Aucun État ne peut payer les dettes. Mais vous croyez l'apartheid? Vous croyez que après ça, là, les mêmes choses, d'où ça vient là? Ils vont changer. Ils vont dire on vous embrasse et c'est fini maintenant. Hein? Ça serait peut-être pire. Avec le nucléaire, avec le sida, avec l'Ebola, avec mais ça serait peut-être pire. Hein? Il est temps de se réveiller, de décider et de tourner le dos à l'Europe. Ils ne pourront jamais aider. C'est une faute énorme de croire que l'Europe, la France, les États-Unis, ces pays esclavagistes vont aider l'Afrique. C'est impossible. Impossible. Ils ne pourront jamais, jamais, au grand jamais, aider généreusement le développement de l'Afrique noire. Jamais, impossible. Ils ne l'ont pas fait pendant 6 siècles, ils ne vont pas le faire pendant 50 ans. Ils ne le feront jamais. Ils vendent les armes aujourd'hui. Est-ce que ça nous tend vers le changement? Même les enfants des présidents vendent les armes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse même. L'enfant de Mitterrand a vendu les armes en Angola. Donc on ne lui a rien dit à l'époque. Et vous croyez que c'est ça le changement? Bon, on prend le diamant. Qu'est-ce qui se passe aux Zaïre où tous ces les outils ou tout qui se battent? Hein? On cherche le diamant. On cherche le pétrole au Congo. On cherche tout. Mais vous croyez que la tendance va finir? Mais quand on vous prend l'uranium au Niger, quand c'est fini, on dit bye bye. Ouais. Mais ça ne va pas changer. Il ne faut pas croire que l'Europe, ce n'est pas du racisme, mais c'est la vraie vérité. Eux le disent. Moi, j'aurais été blanc européen, que je n'aurais pas travaillé pour l'Afrique. Pourquoi? Pourquoi vous voulez leur demander qu'ils le fassent? Hein? Donc, les Européens, de façon générale, ils n'aideront jamais, au grand jamais, je signe et persiste, l'Afrique noire. Jamais. Et c'est une illusion des Africains de croire que ces gens-là, l'Europe va les aider. C'est impossible. C'est même pas dans leur philosophie ou leur vision. Ils n'y pensent même pas, à part les bons mots pour berner les Africains naïfs qui y croient. Nous, c'est la Renaissance, c'est tout. Mais eux, ils veulent que ça soit comme eux, leur canon, leur truc. Et puis nous aussi, non, il faut briser aussi ce monopole de l'explication de soi. Nous, on ne les explique pas. Pourquoi ils veulent nous expliquer? Il faut briser ce monopole qu'ils ont, espèce de tutelle. Ce que Cheikh Anta Diop appelle la tutelle intellectuelle. On a besoin d'une tutelle intellectuelle. Si Obenda te dit ça, tu dis oh Obenda, après tout, est-ce que c'est sûr même? Bon, maintenant, un gars qui a 23 ans, parce qu'il est blanc, il te dit tu y crois. Et moi qui suis 4 fois plus vieux que lui, je te dis tu n'y crois pas. Et qui a plus d'expérience. C'est la tutelle. Quand ça vient d'un blanc, c'est génial. Mais quand ça vient d'un frère ou d'une sœur africaine, oh, tu sais, c'est des histoires ça. C'est le besoin de tutelle intellectuelle. On peut pas faire la renaissance quand on a besoin, on court par quelqu'un pour demander son parapluie, alors que le gars vous méprise fondamentalement. Fondamentalement. En tout cas, son peuple vous méprise, sa race vous méprise. Et ils l'ont montré à travers l'histoire.
Alors c'est pas la peine de faire amitié avec eux. Moi je suis pas ami avec eux, ils le savent. Ils me respectent, je le respecte. Et on discute. Mais être ami avec eux, non. C'est trahir l'Afrique. Ça veut dire quoi? Ami avec eux, manger, rigoler, dire oh ça va, comment. Mais ça veut dire quoi? Que je n'ai plus de problème, qu'ils ne m'ont plus mis dans l'enfer dans lequel je me trouve aujourd'hui. Ces gens vous ont mis dans l'enfer. Aujourd'hui, nous sommes des malheureux, des parias. Hein? Alors que nous avons bâti l'Europe, nous avons bâti les États-Unis. Hein? Nous avons payé de notre sang cette affaire. Hein? La modernité. Qui a souffert plus que nous? La guerre des Juifs, l'Holocauste, ça a duré combien d'années? Même pas 3 ans. On a tué combien de Juifs au fait? Hein? Ils glorifient, ils diffusent les instruments. Partout l'Holocauste. Mais nous, c'était pas 5 ans. C'était même pas un siècle. Hein? Et on dit, on est contre, évidemment, c'est lourd. C'est lourd, c'est un poison lourd. Mais beaucoup ont résisté aussi à travers le temps. Ils préféraient mourir que d'être ceci. Ils ont fait la guerre, les Toussaint, les Noirs américains, tout le monde s'est battu sur le continent, ou ici, ou même partout les esclaves, les gens qui étaient dominés, colonisés. L'apartheid de cette Biko sont morts. Les gens luttaient partout. Les Mandela étaient en prison pendant des siècles, pendant des années en tout. Hein? Donc partout les gens ont rejeté l'oppression, ont rejeté la domination. Partout, au Brésil, dans les Antilles, aux Amériques, en Afrique, partout là où ils sont, partout, les Africains qui résistent, qui veulent faire des compromis, perdent leur temps. Il ne faut même pas discuter avec eux. Donc on va trop loin, qu'il faut qu'on dialogue quand même, qu'il faut quand même pas condamner tout le monde, il faut faire ceci. Oh, mais tout ça, est-ce que c'est utile même de discuter? Ça perd le temps. On ne discute pas de ces choses. Ils ne comprennent pas, ils seront isolés. D'ailleurs, leurs maîtres vont aussi les rejeter. Et ils viendront vers la fin, vers nous, vers vous. On dit, vont s'excuser, etc. On ne comprenait pas, avec trop tard, de toute façon. Ils comprenaient, comment veut-il des grands garçons comme ça, hein, ou des grandes femmes comme ça, qui croient que faire plaisir à un Européen, c'est même glorieux pour eux. Hein? Alors finalement, ils croient que ça c'est, les Obenga c'est quand même un extrémiste, même Cheikh Anta Diop n'était pas comme ça, bon, etc. Bon, tu vois, il est frustré, bon, c'est un extrémiste, il est raciste de toute façon. Qui déteste l'Occident. Mais c'est un philosophe qui est venu auprès d'Nguesso. Il est membre de PCT. Il est conseiller de Sassou. Êtes-vous toujours membre de l'UPADS? Non, je suis au PCT. Êtes-vous toujours membre de l'UPADS? Non, je suis au PCT. Devient la capitale du diamant. Areva devient le nucléaire mondial alors qu'il n'y a même pas un grain d'uranium en France. Voyez-vous, donc on sert les intérêts des autres. Et ils vous respectent pas, ils vous dominent. Êtes-vous toujours membre de l'UPADS? Non, je suis au PCT. Pourquoi avez-vous quitté l'UPADS? Mais l'UPADS n'a jamais fait un congrès d'adhésion. C'est un parti qui n'a pas fait le congrès. Mais vous étiez membre de l'UPADS, sauf si nous nous trompons. Mais il n'y a pas de carte même. Qui a la carte écrite par l'UPADS? Connaissant le secret de l'Égypte, ayant la connaissance, ayant fait l'étude profonde, étant l'homme qui a reçu la passe, l'initiation même du professeur Cheikh Anta Diop. Comprenez ça, chez eux. Il a vendu ce secret à Sassou. Donc, lui avait la connaissance sur comment les Blancs ont réalisé pour transformer l'Égypte noire en Égypte blanche. Donc la transformation, biaiser le système, l'extermination des Noirs, l'occupation des terres, le pillage des ressources, même qu'il s'agit tout ce qui est précieux lié aux antiques, comprenez ça. Il avait donc cette clé, il avait donc cette vision-là.
Il connaissait tout le grand secret. Voilà, Obenga est appelé auprès de Sassou. Et Sassou lui dit, mais Obenga, toi qui es le philosophe, explique-nous comment l'Égypte qui était noire s'est transformée en Égypte blanche. Ah, donnez-moi un instant, je vais simplement demander au petit de diminuer le volume. Don't scream, ok? Thank you. Voilà, excusez-moi, parce qu'il y a des petits qui blaguent, donc moi ici, j'allais simplement leur demander de parler un peu doucement. Le Mboshi Sassou appelle Obenga, toi le philosophe, dis-nous comment l'Égypte était noire, mais elle est devenue l'Égypte blanche. Toutes les richesses sont parties, explique-nous. Obenga s'est mis à expliquer, à livrer tout le secret à un vicieux, à un dangereux, je peux le dire comme ça. Il a donné toute la connaissance à un monstre que nous appelons Sassou. Peut-être qu'il ne le savait pas, mais moi je doute fort qu'il ne le savait pas parce qu'il connaissait Sassou. Et il a livré tout le secret à Sassou. Et le monstre, quand il a vu le secret, il a dit, mais tiens, je vais donc appliquer ce secret. Et je vais donc appliquer ce secret-là contre les Congos. Comprenez ça, chers amis? Si vous voyez les méthodes, les techniques que Sassou est en train d'utiliser pour exterminer les Congos, c'est quasiment ce qui s'est passé dans la transformation de l'Égypte kémite en Égypte leucoderme, on peut le dire comme ça. Là, si on veut emprunter les expressions de professeur Kofi Gomez, Ramray. Vous voyez, chers amis? Donc, les mêmes techniques que nous avons vues en Égypte kémite, cette transformation, cette mutation de l'Égypte kémite en Égypte leucoderme, nous le voyons aujourd'hui au niveau du Congo. L'entité Congo avec C. Et donc, Sassou a appliqué ce phénomène-là, ce grand secret-là, ces méthodes-là, ces stratagèmes-là, pour transformer l'entité Congo avec C en un Congo mboshisé. En un Congo mboshisé. Comprenez ça, Jean? Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. L'extermination du Congo, expropriation, envoyer les gens en exil forcé, des stratagèmes de diminuer les populations, le pillage des ressources naturelles, c'est ce que exactement que les leucodermes ont réalisé, chers amis. Ils continuent de faire jusqu'aujourd'hui. Mais dans le contexte de l'Égypte, a explosé, a dynamité l'Égypte, puisque l'Afrique c'était kémite, tout ça c'était, nous étions tous dans l'Égypte. Donc ils ont dynamité en amenant des kémites qui se retrouvent du côté du Soudan, éparpillement, tout, et transformation, mutation. C'est exactement que le Mboshi Sassou est en train d'appliquer. Il est en train de dynamiter les Congos en créant des stratagèmes, des bombardements, les empoisonnements des eaux, le tronçonnage des arbres fruitiers. Puisqu'il n'y a pas la vie, les gens bougent. Les gens bougent. Et là, il passe à une autre vitesse, l'expropriation forcée en appliquant des stratagèmes, la récupération des terres par des lois bidons. Là encore, c'est des techniques. Prendre l'argent qui a été retiré au peuple kémite, au peuple Congo que nous sommes, et donc retourner cet argent en utilisant des contextes de vouloir acheter des propriétés, comme, et même des parcelles, comme un peu ce que tous les Mboshi sont en train de faire aujourd'hui. Donc les Mboshi deviennent ceux-là qui sont les boys des Français, mais dans leur tête, ils se représentent comme des leucodermes, comme des Blancs. N'a qu'à voir comment ils sont venus voir les Blancs sur la place de Paris, pour que ces Blancs-là puissent leur aider à maintenir cette colonisation. Donc, la transformation de l'entité Congo avec ces... dans le contexte de mboshisation. L'intelligence, c'est Obenga qui a donné, parce qu'il a vendu la clé de voûte. Étant un maître, l'un des élèves du professeur Tiekonta Diop, il a donc vendu le secret au professeur Obenga. Et Obenga l'a vendu au monstre. Voilà là où nous sommes. Si vous voyez les Mboshi, ce que les Mboshi font, c'est exactement la même chose. Bon, à qui la faute?
Hein? Si vous n'aimez pas votre pays, bon, vous allez accuser. Il y a le patriotisme. Tu as déjà vu un ministre chinois, un chef d'état-major chinois avoir un hôtel, un commerce, une école, etc. Tu as déjà vu les ministres de Trump là, aux États-Unis. Ils sont 13 ministres sur un grand pays. Nous sommes au moins 30. Tu as déjà vu un ministre d'état-major avec un hôtel, des voitures, des entreprises. En Chine, tu as déjà vu ça. Tu as déjà vu ça en France. Tu as déjà vu ça aux États-Unis. Dans le monde entier, ça n'existe pas. Sauf sur le continent africain. Là où les ministres, plus ils montent, plus c'est les affaires. Ils ne vont pas en prison. Plus ils font quels intérêts. Si moi j'ai une école primaire, je sers mon école primaire à moi. Et je sers moins l'école publique. Donc si je suis ministre de l'enseignement supérieur, de l'enseignement, j'ai une école primaire, je prends d'abord soin de mon école primaire, c'est mes intérêts. Mon intérêt privé, non l'intérêt général. Donc les Africains servent leurs intérêts à eux, personnels, ou claniques, ou familiaux, pas les intérêts de tout le monde. Ailleurs, on se bat pour les intérêts de tout le monde. C'est ça la différence. Donc, si on ne change pas notre attitude vis-à-vis de l'argent, du bien-être du public, ça va rester la même chose. C'est-à-dire que les autres, comme vous dormez, vous ne vous aimez pas, vous gaspillez votre pays, ils viendront contrôler les ports comme Bolloré, le port de Douala, de Kribi, de Conakry, d'Abidjan, de Dakar, de Pointe-Noire. Il va contrôler un blanc. On lui donne tous les ports, le port export, il commande. Si vous regardez comme ça, vous l'applaudissez, non? Les gens tuent au chemin de fer ici. On ne paye pas, il ne fait pas les deux, il n'y a pas de procès, il n'y a rien. Les Camerounais peuvent mourir comme des chiens. Mais professeur, ça n'occupe pas. Panafricaine, telle que la Renaissance africaine, oui, mais pour une Afrique vraiment forte et debout. Mais ça, c'est le vœu. Quand même, ils disent non. Oh, mais ça, écoutez, quand tu es malade, tu veux être guéri, non? Bon, nous sommes malades. On est endettés, très endettés. C'est comme ça qu'on nous décrit, non? Bon, est-ce que toute la vie, on va rester endetté, très endetté? Vous payez les dettes. Vos enfants vont payer les dettes. Mais voilà pourquoi il faut... Mais quand on est malade, on cherche à se soigner. Est-ce que les Africains... Qu'est-ce qui leur manque? L'intelligence? Ils ont des docteurs, ils ont des ingénieurs, ils ont des architectes, ils ont tout le monde. Ils enseignent même en Europe, les meilleurs médecins. Il ne manque pas d'intelligence. Bon, il ne manque pas de richesse. Hein? Est-ce qu'on manque de richesse? Il y a l'eau, les poissons, hein? Il y a les diamants, il y a le cuivre, il y a tout, le bois. Qu'est-ce qui vous manque? Bon, il vous manque simplement l'amour de votre pays et puis le sacrifice. Et puis pour vous développer, c'est tout ce qui manque. Il ne faut pas chercher midi à 14 h. Hein? On dit aide-toi, le ciel t'aidera. Si tu ne t'aides pas, Dieu ne veut pas aider. On a dit aide-toi, le ciel t'aidera. Si nous ne faisons rien, ce n'est pas Dieu qui va construire l'Afrique, faire les chemins de fer, donner l'argent à tout le monde. C'est aide-toi, aide-toi. D'ailleurs, l'évangile, vous qui pratiquez ça, on dit on a donné 100 talents, 100 talents, 100 talents, 100 talents. On dit que tu es avec tes 100 talents, oh, toi tu es méchant, j'ai eu peur, voici tes 100. Il dit, ah bon, tu es mauvais, tu fous le cas. Toi tu dis, j'ai fait un peu, tu dis, j'ai doublé. Il dit, viens avec moi. Parce que vous avez l'intelligence. Les Chinois font quoi avec leur intelligence? Mais c'est les mêmes neurones, il y a des scientifiques ici. C'est les mêmes neurones, c'est la même matière grise. Il n'y a pas une intelligence des blancs. La matière grise est différente chez les blancs ou chez... C'est la même chose physique. C'est la même chose exactement. Mais comment les Chinois, on les appelait les chinoiseries. On se moquait d'eux. Ils mangeaient un bol de riz par jour. On se moquait d'eux, non? Au bout de 30 ans, ils vont à l'espace. Ils dominent tout l'Occident. Ils vont faire la route de la soie. Et Black Trump dit faites attention. Il dit oh, Trump, aussi toi fais attention. Mais Trump vous dit les pays de la merde. Vous riez, non? Quand il dit Chinois les pays de la merde, il dit Trump toi aussi tous les pays de la merde. Ne blague pas avec nous. Voilà ce qu'on fait les Chinois comme nous. Mais nous, avec votre intelligence, vous faites quoi? C'est la même intelligence. Donnez le pays là, l'Afrique aux Chinois pendant 20 ans, ça va changer. Ils bossent, ils travaillent, ils aiment leur pays, ils ne volent pas. Les mieux placés, c'est les plus voleurs. Et les autres alors? Non, voyez-vous, il ne faut pas chercher aussi à accuser les autres. Hein. On était colonisés, on était ceci, d'accord. Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Si vous voulez qu'on soit comme ça, bon, soyons comme ça jusqu'à la mort. Si vous voulez qu'on change, vous êtes capable. Il y a des jeunes gens forts, vigoureux, des jeunes filles, des jeunes gens intelligents, forts, robustes. Il faut les engager vers la vraie direction, puis travailler pour leur pays. Et au bout de 5 ans, 10 ans, on en aura plus qu'il n'en faut.
L'Afrique est tellement riche, il y a l'électricité, il y a les barrages, il y a l'eau partout, il y a le soleil, il y a la richesse, et la plus... Les autres disent, bon, comme ils ne comprennent pas, ils dorment, bon, allons chez eux, et le voleur de celui qui a tous les ports là, Borlé là, hein, oui, il vient, il fait la madou, il donne des cadeaux de champagne au chef d'État, une bouteille une caisse de champagne, mais ça fait quoi? Il dit, on signe les accords, il a les ports, tous les ports. Tu as déjà vu même Trump va donner tous les ports américains à un individu. La France va donner tous les ports français, Marseille, Le Havre, Toulouse, à un individu. Les Chinois vont donner leurs ports à un individu. Nous donnons tous les ports à un petit blanc qui n'a même pas fait le lycée comme vous, Bolloré là. Il n'a pas fait le lycée. Quel lycée il a fait en France? C'est un homme d'affaires comme ça, il se débrouille comme ça. Il vient, il tue les gens au Cameroun ici. Il est en procès, il est parti en prison. Donc tu es un... Quand le Moshi Sassou, si vous voyez ces vidéos, on a l'habitude de le jouer, hein, toutes les fois que nous faisons nos lives sur YouTube, le Moshi dit, la guerre a commencé. La guerre a commencé. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se passent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Hein? Il le dit, hein? La guerre a commencé le 5 juin. La guerre a commencé. Il prononce la guerre a commencé. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se passent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Nous avons, seulement aujourd'hui, hein, que l'œil a été ouvert, hein, comme on a dit, le Kundalumi, hein, par la force des esprits et de Nzambi Mpungu. Hein. Le Kundalumi c'est ouvert encore aujourd'hui, on a ouvert, paf, on m'a donné ça, paf. Et moi j'ai saisi ça, je dis, tiens, je n'avais pas encore ça. Et là je l'ai saisi. Vous voyez, nous parlons de coup d'État. Faisons la différence entre le coup d'État et la guerre. Hein, chers amis. Dans le coup d'État, on peut simplement dire que le pays est là. Physiquement, le pays est là. Et il y a un régime qui est là, qui dirige, et il y a des gens qui ne sont pas contents de ce régime, vont donc décider d'enlever, de découdre avec ce régime-là. Et reprendre le pouvoir, dans l'intention de rassembler, dans l'intention de construire, dans l'intention de vivre ensemble, dans l'intention de mieux faire par rapport au régime précédent. Hein? Ça, la plupart des temps, c'est comme ça. Ou pour avancer une cause commune, une cause dont les populations revendiquaient. Et ça, c'est dans le contexte du coup d'État. Comprenez ça? Et nombreux parmi nous étaient encore dans le contexte du coup d'État de 5 juin 1997. 5 juin 1997. Donc on disait toujours coup d'État. Coup d'État. Comprenez ça, Jean? Mais aujourd'hui, l'esprit de Nzambi Mpungu nous a élevés, nous a ouvert ça. Nous a dit non, mais vous ne voyez pas ça. Mais lui-même, ça il dit la guerre. Il sait pourquoi il dit la guerre. La guerre, c'est quoi? La guerre dont on nous a imposé par les Moshi, en emmenant les techniques de l'égyptologie, livrées par Obenga, d'ailleurs qui le dit, Obenga le dit, où vous allez vous soumettre, où nous allons à la séparation. C'est Obenga qui le dit dans son livre. Donc, quand Sassou le prononce que nous allons aller en guerre, ça signifie quoi? C'est une guerre des tribus.
C'est une guerre des groupes. C'est une guerre secrète. C'est une guerre silencieuse. C'est une extermination de qui? Des Congos, dans le contexte de l'égyptologie, par rapport au secret que Obenga a livré, par rapport à la clé de voûte, par rapport à toute l'information que Obenga a donnée au monstre Sassou. Donc Sassou le dit, la guerre a commencé. Souvenez-vous, cette guerre avait déjà commencé depuis que l'entité Congo avait été déclarée avant les indépendances. Parce que là nous étions, on a créé l'entité Congo, on a mis l'entité Congo dans la communauté. Et là nous étions en 1958, 4 mois seulement après. Les Mossi, les Ngala ont décrété la guerre au Congo. Et ça c'est la guerre de 1959. Et tout est parti de là. Mais le Mossi Sassou était déjà là. Là, il était en train d'étudier. Les Obenga n'avaient pas encore livré ce secret de l'égyptologie. Comprenez ça, chose. Et le Mossi vous dit, nous sommes en guerre. On sommes en guerre contre le Congo. Ce que nous sommes en train de voir, c'est une réelle guerre. Premièrement, elle était matérielle. Vous avez vu des armes bombardées. Ça, c'est lors de la prise de ce fameux pouvoir pour réaliser le plan caché de la guerre silencieuse, de la guerre secrète des Ngala, des Mossi, Abbé contre les Congos. Ils ont tué le nôtre au beach. Comprenez ça, chers amis. Ils sont allés faire le génocide dans le Poul. Ils ont tronçonné les arbres fruitiers. Ils ont empoisonné les eaux. Ils sont allés au fin fond de nos villages. Non pas seulement au Poul, mais ils ont fait ça plusieurs fois. 1997, 1998, 1999, comprenez ça. Ils sont allés jusqu'au fin fond de Bambama, au fin fond de Mouyonzi, au fin fond de la Boîte, au fin fond du Niadi, jusqu'au fin fond de Luango. Comprenez ça, chers amis. Et ils l'ont fait plusieurs fois. 1997, ils sont allés chercher des forces extérieures pour réaliser leur projet de cette guerre physique, matérielle, en utilisant des coups de canon. Et cette guerre-là n'avait pas simplement l'intention de tuer les Congos, mais aussi de faire fuir tous les esprits, nos dieux Congo que nous avons dans nos maisons, au Sud Congo. Parce que quand vous tirez les coups de canon, vous effrayez les esprits, vous effrayez nos totems, et tout ça fuit, afin de mieux nous capturer, de mieux nous saisir, et de mieux nous faire soumettre. Je crois que la vérité rattrape toujours le mensonge. Lissouba, c'est un menteur, il a menti pendant 5 ans, et ce n'est pas maintenant que le peuple va le croire. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. À côté, il y a des jeunes qui sont engagés et tout. Pouvez-vous présenter, s'il vous plaît? Oui, et nous sommes à quel front? Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes au front 400, qui se limite par la gauche par les rails, la gare, et à la droite par la rue Mbouchi. Je suis commandant au collier, commandant du secteur 400. En ce moment, ma troupe est très avancée. Nous nous retrouvons au niveau de... Nous sommes à l'entrée de la Piro et attendant les dernières instructions pour rentrer à l'assaut du palais. La troupe a un moral très haut et vous constatez que mon PC s'est déplacé. Il se retrouve maintenant ici à la DST. Et je n'ai plus un mythe. Nous avons fait un assaut de 3 heures de temps et nous avons occupé la DST. Nous contrôlons tout ce secteur jusqu'à la Piro, la cathédrale, partout. Nous avons été chez Yumbi, nous avons visité les lieux où nous avons retiré un tas de munitions et de roquettes. Dans chaque maison de chaque minute, nous avons retiré un tas de munitions, ce qui nous permet de continuer le combat. Mais à part ça, quelles sont vos préoccupations actuelles? Bon, les préoccupations actuelles, c'est aller plus vite parce que il n'y a plus rien là, le palais est pratiquement dans nos mains, mais les instructions de prendre le palais tardent à venir. Bien, mais j'étais au front, je ne sais pas lequel, bon, que dirige le colonel Adoua.
ils sont prêts à aller à attaquer le palais. Alors, pourquoi vous avez ce retard pour obtenir les instructions pour l'assaut? Vous savez, dans l'armée, c'est la discipline. Sur tous les fronts, surtout le front 400 où je dirige, je suis le colonel Adoua, nous sommes à l'entrée du palais. Mais nous ne pouvons pas aller à l'assaut d'un tel objectif sans les instructions de l'état-major. Et nous attendons vivement ces instructions pour aller. Bon, s'il y avait un message à l'endroit de votre commandant en chef, qui est le général de l'administration de Sceaux, c'est lequel? Aujourd'hui. Aujourd'hui, rien de particulier, sauf comme vous le constatez, c'est vraiment un général d'armée. Il a prouvé, par sa façon de faire, de quoi il est capable. Que si autrefois, il ne voulait pas prendre le palais, c'est pour qu'on ne lui traite pas d'un assoiffé de pouvoir. Maintenant, les choses sont telles que les Souba veulent d'une solution militaire, et bien à la solution militaire, nous avons trouvé la meilleure solution de faire partie des Souba. On aurait pu le faire partie depuis longtemps. C'est compte tenu de la sagesse du président. Et aujourd'hui, je crois que les choses sont faites de telle manière qu'il n'y a que la solution militaire. Et nous sommes sur le terrain pour prouver que militairement nous sommes capables de faire et de bouter les Souba hors d'état de guerre. Vous êtes d'accord avec leurs mensonges qu'ils ne cessent de fournir au jour le jour et intoxiquer notre population? Vous savez, les choses, le mensonge, la vérité rattrape très vite le mensonge. Ils ont dit que la destinée n'est pas prise, Maya Maya n'est pas pris. Vous êtes devant les faits. Si vous étiez disponible, on était capable de vous amener encore plus proche du palais pour que vous voyez que nous sommes à l'entrée du palais. Je crois que la vérité rattrape toujours le mensonge. Lissouba, c'est un menteur, il a menti pendant 5 ans. Et ce n'est pas maintenant que le peuple va le croire. Ici on est à la radio, malheureusement il n'y a personne. La radio Cigale c'est dans les casser les gens de la radio Cigale. Merci. C'est grave. Oui. Vous également pour avoir chassé les aubervillois. Tout le monde, on a tué 25 des villages qui les corps traînent. Et je sais que ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. Comprenez ça, chers amis. C'est très important. Maintenant, ils sont passés dans une guerre d'extermination silencieuse. Ce que nous avons appelé la guerre secrète. Ils nous éliminent un à un dans nos quartiers. Les jeunes brillants en tirent. On crée des maladies. On détruit les hôpitaux. Tout ça, on le fait expressément au Sud-Congo. On affecte des médecins aussi avec l'intention manifeste de purer les Congos, de nous injecter de trucs bizarres. Donc, c'est ce qui est en train de se réaliser. Faire à ce que les Blancs ont construit, les Blancs l'ont donné encore l'autorisation de détruire le chemin de fer Congo-Océan. Ce chemin de fer se retrouve au sud Congo seulement, mes chers amis. Il faut casser pour pousser les Kémites, nous qui sommes les Kémites, nous qui sommes les Congos. Hein, vous comprenez ça, chers amis? Donc nous qui sommes les vrais descendants de l'Égypte. Et là nous avons les Blancs qui se sont cachés derrière les Mochis pour transformer l'Égypte kémique, donc noire, en Égypte leucoderme, donc en Égypte blanc. Donc le leucoderme ici, dans le contexte de l'entité congolaise, c'est les Mochis. C'est les Ngala, les nordistes. Comprenez ça, chers amis. Et la guerre silencieuse est toujours là. La guerre silencieuse, cette guerre secrète qui consiste à pérenniser le pouvoir, à piller les ressources naturelles, à vendre nos terres. La façon de capturer un peuple, c'est de récupérer ces terres comme un peu les leucodermes ont fait en chassant les Kémites de l'Égypte antique. Donc comprenez ça, chers amis. Hein? Faut vous élever à les dimensions spirituelles pour comprendre ce que je suis en train de dire. Hein?
Vous devez vraiment bien me suivre avec beaucoup d'attention pour saisir ce que je suis en train de dire. Parce que c'est très profond ce que je suis en train de dire. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. En nous remplaçant par des étrangers. Comme un peu l'Égypte antique aujourd'hui est remplacée par des étrangers. Vous aviez maintenant, on a fracassé cette Égypte. Vous aviez beaucoup d'Arabes. Vous avez des Algériens, des Tunisiens, des Marocains. Comprenez ça, chers amis. C'est ce qui est en train d'arriver au Congo. Ils nous emmènent des étrangers, des Rwandais, des Aïrois, des gens qui viennent de partout, dont l'intention manifeste de vous faire disparaître de vos propres terres. Donc vous Kémites, vous allez donc perdre là même au Sud-Congo. Et cette intelligence-là, c'est le professeur Obenga, l'égyptologue, qui a vendu cette intelligence au monstre Sassou, qui a vu sa merde, c'est ce plan que je dois utiliser, et je dois aller sur ce plan, et c'est ce qui est en train de se dessiner. Et éventuellement, le Moshi Sassou n'a pas tort quand il dit que la guerre, il est en guerre. Il est en guerre contre nous, les Congos. Mais nous avons pensé au coup d'État, qui est l'intention de vouloir apporter le changement en conservant le pays comme unité, comme entité unie. Mais là, ce n'est pas le pays comme entité unie. Quand on vend les terres aux étrangers, on cède les terres aux étrangers, on pille les ressources naturelles dans l'intention de vouloir emmener la souffrance aux uns et des autres, ce n'est plus l'intention de maintenir le pays. Donc nous ne sommes plus dans le contexte du coup d'État, nous sommes dans le concept de la destruction, dans le concept de guerre. La guerre silencieuse, la guerre secrète est là. L'élimination de tout un chacun de nous. Chaque leader du Sud qui émerge est sectionné. Comme déjà même les francs-maçons font ça. Comprenez ça, chers amis. Chaque leader du Sud qui émerge, on essaie de le tuer. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Le président de Yuki, Kolela Parfait Guy, vient d'être tué par les Mboshi. Comprenez ça, chers amis. Les plus faibles sont dans la soumission par l'appât du gain d'une richesse naturelle qui leur appartient. Comprenez que la guerre silencieuse est une réalité. Donc moi j'aimerais dire ici à nos aînés, à nos papas qui jouent à un jeu dangereux, pour dire que vous comprenez que nous venons là de vous démontrer un fait. Obenga a livré tous les secrets d'extermination des Congo. Et c'est une guerre secrète qui se passe dans le silence absolu. Depuis qu'il a tiré des coups de canon, il est passé à la vitesse supérieure pour nous exterminer petit à petit. Et là, il passe encore à la vitesse N+, exponentielle N+1, pour pouvoir nous retirer de nos terres. Donc, nous envoyer à l'extérieur, nous dynamiter. Donc, on est en train de dynamiter les digues ici. C'est clair. Sassou est en guerre. Donc, nous vous demandons, à vous, nos aînés, de comprendre réellement ce que nous avons dit de notre démarche, parce que nous avons connu la méthode Sassou. Souvenez-vous, on vous avait dit que nous avons fait 6 ans en train d'étudier Sassou. C'est un monstre qui est en train de mettre en application ici la formule que le professeur Obenga lui a donnée, de dynamiter, d'expulser les Kémites. Nous, Congo, nous sommes les Kémites. Comprenez ça, chose. Au lieu de remplacer par les lécodermes, comme nous sommes en train de le dire, mais ils les remplacent par les Moshi, qui dans leur tête, ils se disent lécodermes. Donc moi je demande ici au professeur Kovi Gomez Ramre, vraiment de dire au Benga, je ne sais pas s'il a fait par naïveté, ou il fait partie du coup, puisqu'il n'a jamais revendiqué, il n'a jamais protesté tout le mal que ça soit en train de faire. Et je considère que Obenga l'avait fait de toute conscience. De toute conscience. Voilà pourquoi nous avons donc mis une méthodologie par l'USK.
l'USK, c'est le chemin qui va donc bloquer les stratagèmes que Obenga a donné à Sassou, la clé de voûte qu'il a donnée à Sassou pour dynamiter les Kémites au Sud Congo, pour empêcher que le Sud Congo soit transformé en leucoderme, ça c'est, je mets ça entre guillemets, en bossie, en bossisation, on peut le dire comme ça. Arrêter la colonisation. Voilà pourquoi nous avons commencé à matérialiser, nous avons matérialisé notre vision. Nous avons sorti le drapeau. Donc tout Congo qui essaie de comprendre cette démarche que je venais d'expliquer va forcément changer le drapeau. Il va donc faire l'allégeance à l'unité du Sud pour protéger les Congos, protéger les terres, protéger les ressources naturelles, protéger la culture Congo. Nous avons matérialisé notre vision en mettant en place les gadgets, les t-shirts, les gobelets. Mais avant qu'on y arrive pour matérialiser notre vision, en faisant allégeance à une drapeau d'une vision qui nous est propre, nous avons d'abord proposé, s'il y avait une possibilité, de pouvoir régler cette affaire, de couper court en proposant le manifeste pour la libération de 12 départements par une alliance de minimum 100 ans. Vous avez compris que tout de suite, ils ont tous balayé de revers de la main cette vision. Parce qu'ils voulaient continuer sur la clé que le professeur Obenga a donnée au monstre Moshi que nous appelons Sassou Nguesso. Et donc nous sommes arrivés à l'USK. Et donc l'USK va se transformer à la Fédération du Sud-Congo pour que nous puissions avancer, pour aller en avant. Souvenez-vous, tous ceux qui vont s'accrocher à Sassou vont périr. Je vais vous donner l'exemple de Willy Manzanga, qui pourtant était un Congo, mais il a fait allégeance à Sassou. Il a travaillé avec Sassou. Il a aussi tué les Congos. Donc nous, les Kémites, il nous a tués. Willy Manzanga avait même déplacé les bordures du nord-sud. Il avait emmené là, quasiment de l'autre côté du pont du Dieu. Je crois que entre Ngangalingolo et Linzolo, c'est là qu'il avait déplacé le drapeau. Il avait dit, le nord commence à partir d'ici, à partir de Ngangalingolo, je crois, entre Ngangalingolo et Linzolo. C'est ce qu'il disait. Lui, c'est ce que Willy Manzanga disait. Donc il a déplacé le nord pour rentrer les quartiers sud, pour coller les quartiers sud au nord. Mais maintenant, il est où? Lui qui a servi les Moshi, qui est dans le projet de pouvoir transformer l'Égypte kémite en Égypte leucoderme. Il est sous terre. Souvenez-vous que quand il est décédé, même ses propres parents refusaient de prendre son corps dans leur village. Je crois que son village, c'est situé entre Kibwende et Madia. Ses propres parents refusaient. C'était du tollé. Après des négociations, parce que ses propres parents ont même dit, on ne peut pas t'enterrer ici. Vous voyez que même tes propres terres te refusent. Parce que tu nous as fait trop de mal. À la fin, ils avaient fini par négocier. Et on l'avait quand même accepté. Mais nous en sommes convaincus que les déterreurs sont passés après. Ce projet de Sassou avait commencé depuis très longtemps. Souvenez-vous que même vers les années 1980, un truc pareil, avant juste la fin même de Sassou 1, à l'époque où Tister Tikaya était, je crois, maire de Pointe-Noire, je crois bien, Antoinette Thibota et Sassou complotaient déjà et disaient aux propriétaires français de Pointe-Noire de ne pas vendre les parcelles au Larry. Vous vous souvenez de ça? Pour ceux qui ont encore la bonne mémoire, c'était une forte campagne. Mais Tister Tikaya avait dit non, attention, c'est une erreur. Les travailleurs, c'est eux. Les maçons, c'est eux. Les commerçants, c'est eux. Vous ne pouvez pas les empêcher d'avoir des terrains. Et ça, c'était une politique mise en place par Antoinette Thibota. Vous voyez l'intention manifeste d'une étrangère pour s'approprier des terres Congo, tout en sachant que Luango était le dernier royaume
le dernier refuge des Congos que nous sommes. Nous pensons que l'USK est sur la bonne voie et nous y croyons à notre démarche et nous vous le disons, associez-vous à l'USK pour empêcher ce projet, cette clé que le professeur Obenga a vendue aux monstres. Sassou, souvenez-vous, Obenga, c'est leur philosophe. Il est à côté de leur roi pour lui donner toutes les stratégies nécessaires à démanteler le Congo. Le Congo est en perdition. Souvenez-vous, c'est pour notre survie. Ou on le fait, ou on ne le fait pas. On le fait, on se libère. On ne le fait pas, on périt. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Merci d'avoir suivi ce live. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. À la prochaine. Au revoir. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.